la valeur du CMIT, parce que l'on propose au CMIT et ce que les membres trouvent au CMIT, c'est le fait justement de partager nos pratiques, de découvrir les idées nouvelles que chacun d'entre nous peut mettre en place dans ses organisations, les nouveaux outils, les nouvelles organisations que l'on teste, et puis échanger. Donc cet échange, il se fait à travers un peu plus de 25 ou 30, une trentaine d'événements qui sont planifiés à travers les 12 mois de l'année. Des événements qui sont aussi bien sous forme de conférences ou d'ateliers de développement personnel ou de dîners qui permettent les rencontres, des formats très variés, Barcamp, TED, des participations également à des salons. Le fait de rencontrer, qui sont des dimensions nouvelles qu'on ajoute au CMIT depuis cette dernière année, le fait de rencontrer les écosystèmes de start-up, de rencontrer également des écoles qui transforment nos métiers et l'entreprise pour effectivement se les approprier parce qu'on est totalement légitime dans ce rôle. Jean-Pierre. Merci beaucoup Michel. Très belle introduction, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vais inviter nos speakers intervenants sur cette table ronde à nous rejoindre. Sophie Daval, je vous invite à donc directrice marketing de Arrow, à prendre place au milieu. Oups, attention. J'invite Emmanuel Obadia, qui est vice-président marketing pour Oracle pour les applications software as a service. Marc Gigon, qui est vice-président digital pour l'entité Total Marketing et Services et également directeur du digital marketing pour le groupe Total. Deux missions, casquette vice-président chez Marketing Service, Total Marketing Service et en charge du marketing digital chez Total. Très bien. Jacques Froissant, qu'on ne présente plus mais que je vais quand même présenter, qui est responsable du cabinet de recrutement dans le marketing et le digital, cabinet de recrutement Altaïd. Clément Courvoisier, qui fait partie donc aussi comme Marc Gigon, de ces nouveaux profils qui arrivent dans les entreprises. Il est Chief Digital Officer au groupe Les Échos, qu'on ne présente pas non plus, donc groupe média, qui aujourd'hui est en train d'évoluer vers les services. Hubert Fauché, qui est professeur à l'ESSEC. Et je vais inviter Nick Hayes, entrepreneur, fondateur de la société Azalid, et qui est également l'ancien fondateur et créateur et revendeur heureux de la société Email Vision, serial entrepreneur qui trouve qu'on ne travaille pas assez, qu'il n'y a pas assez de plateformes dans le domaine du B2B et c'est un domaine qu'il investit particulièrement. Tout de suite, alors on a, comme disait Michel Marié, un timing assez serré, donc je vous invite, quand vous allez prendre la parole, à être le plus concis possible tout en étant le plus pertinent. Emmanuel Obadia, la parole, vous êtes Oracle. Tout à l'heure, on parlait des solutions en mode cloud sur le sondage. Est-ce que c'est quelque chose que les clients achètent? Mais aussi pour Oracle, c'est un sacré shift entre vous vendiez des CD, vous vous retrouvez avec de la maintenance à 20% par an, vous vendez du cloud, et le marketing dans tout ça. C'est quoi comment ça change le marketing avec le numérique, Emmanuel? En particulier dans notre industrie, qui est une position particulière d'Oracle, puisque Oracle a un historique de solutions on-prem, et donc c'est un gros changement, ça a été un gros changement de basculer sur la vente de solutions SaaS. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui doivent vivre la même chose. Et en parallèle, donc, il y a une transformation de la façon de faire du marketing. Donc on va la résumer, puisqu'il faut que je sois super court et concis, mais néanmoins pertinent. Il faudra en tenir compte. Donc, les trois choses qu'on voit, c'est la première, je pense que vous faites les mêmes constats, mais la première, c'est que la vocation est devenue de se focaliser, on décrit ça en étant customer obsessed, c'est de se focaliser sur le besoin client et arrêter de faire ce que beaucoup d'entre nous avons fait pendant assez longtemps, de faire plutôt de la vente de fonctionnalités. Donc de pousser ce qu'on a à vendre plutôt que de s'intéresser à la problématique client. Donc ça, c'est très caractéristique, première chose. La deuxième chose, c'est que la génération de la demande se fait en priorité sur le digital. Donc c'est digital first. Et ça a plein de conséquences, dont une que vous vivez aussi tous, j'imagine, qui est la consommation de contenu, puisque le contenu est devenu la monnaie la plus importante dans notre profession. Et donc, le bon contenu, pertinent, qui évite de faire de l'interruption et qui permet de faire de l'inbound, d'attirer les gens et d'entamer et d'établir une relation personnalisée avec chacun d'entre eux, mais à l'échelle, puisqu'il faut quand même faire du volume. Voilà. Très bien. On avait évoqué d'autres points. Vous aviez évoqué aussi l'évolution du rôle du directeur marketing comme devenant responsable de l'expérience client. Pour les plus avancés, je pense que ça arrive là, c'est-à-dire que le rôle du patron du marketing devient de plus en plus de
de piloter et de prendre en charge l'expérience client dans sa globalité, puisqu'il y a énormément de points de contact. Chaque point de contact avec un client va être un moment déterminant, et donc on peut plus se priver de s'intéresser à tous ces aspects-là. Donc pas seulement rester avant l'acte de la transaction, l'acte de vente, mais vraiment suivre ça tout au long du cycle. D'accord. Le chief marketing officer va devenir le chief experience officer. Oui, exactement. Et pour les rapports avec les sales, alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes sales driven? On les aime. Marketing On driven? les aime, les sales, tous les jours. Je pense que c'est quelque chose, je ne sais pas combien d'entre vous le vivent aussi, c'est quelque chose qui a pris beaucoup plus d'importance sur les dernières années, c'est que le marketing est de plus en plus au service des ventes, en particulier en B2B, sur lequel, alors en fonction du segment sur lequel vous êtes, soit sur le haut du marché ou sur le bas du marché, mais en particulier sur le haut du marché, la prédominance des ventes et la relation, je serais tenté de dire d'intimité avec les ventes, est devenue de plus en plus importante parce que finalement, la vente fait partie de la génération de la demande et on ne peut pas concevoir de campagne sans avoir un ou plusieurs volets qui servent et où on utilise aussi les ventes. Et ça, c'est un changement qui est plus ou moins bien vécu par des gens de la profession que je rencontre au quotidien. Très bien. Donc un marketing support affirmé des ventes. Complètement support des ventes. Et la façon dont on est mesuré reflète ça. Je ne sais pas comment vous êtes mesuré. Aujourd'hui, on est mesuré, en tout cas... dans ma partie, on est mesuré sur deux aspects essentiellement. Le premier, c'est évidemment le classique sur tout ce qui est notoriété et leadership d'opinion. Donc on va se retrouver avec des indicateurs du type PESO, Paid, Earned, Shared and Owned Media. Donc ça, on a l'habitude de ça. Mais à côté de ça, on est aussi mesuré sur le pipe. Le pipe avec les indicateurs 3V, aussi assez classiques, volume, value et vélocité. Très bien. Emmanuel, merci, vous avez tenu le challenge. Hubert, vous êtes professeur à l'ESSEC. Un des rares enseignants qui met à l'honneur le B2B dans son enseignement marketing. De fait, oui. Et alors vous dites, on va vers des entreprises sales-driven. Comment vous voyez le marketing dans ces missions-là? Alors ce que je peux observer, c'est qu'une étude du Forrester Research qui date de printemps 2015 a mis en évidence qu'il allait avoir un contraste croissant entre ce qu'on peut appeler les ventes complexes et les autres. En quelque sorte, si vous imaginez une matrice, comme aiment bien faire les consultants, vous savez, une matrice 2-2, si vous avez d'un côté le degré de complexité des solutions vendues et le degré de complexité des clients, des organisations clientes, eh bien, sur les 4 pavés, il y a un pavé sur lequel l'aspect humain, la dimension humaine dans les relations clients-fournisseurs va devenir encore plus importante qu'elle ne l'était il y a quelques années. C'est évidemment complexe. Et sur les 3 autres pavés de cette matrice, eh bien, Forrester Research prévoit une diminution d'à peu près 1 million de vendeurs aux États-Unis d'ici 2020. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Internet qui va prendre le relais. Très bien. Et alors, les missions du directeur marketing dans ça, est-ce qu'elles changent, elles ne changent pas? Alors, les missions du directeur marketing, elles changent, oui. Enfin, moi, j'ai un point de vue un petit peu biaisé parce que, pour ceux qui me connaissent un peu, mon domaine d'intérêt, c'est le Key Account Management. Ce que je peux dire, c'est que dans l'histoire de l'évolution des entreprises, nous sommes passés d'une phase où la complexité des entreprises était dominée par la géographie. On était essentiellement dans les Amériques, en Europe, en Asie. Ensuite, il y a eu une dominance des business units, c'est-à-dire across the world, sur l'ensemble du monde. Ce qui faisait vraiment structurer l'entreprise, c'était les business units. Et de plus en plus, au risque d'être un petit peu anticipatif, le Key Account Management, les Global Account Managers, en fait, deviennent des gens qui ont énormément d'autorité. Et je rejoins un petit peu Emmanuel dans ce qu'il disait tout à l'heure. En fait, le marketing est au service des ventes, certainement. Et via le développement du Key Account Management, je dirais, quelque part, les Key Account Managers ou les Global Account Managers vont devenir un peu les patrons. Et le marketing, à mon avis, eh bien, va faire partie de l'écosystème qui est à leur service, qui est au service des... Et les missions ne changent pas, c'est toujours recruter de nouveaux clients, fidéliser... Alors pour moi, les missions, je pense que là, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais les missions, elles sont de 3 types. Il y a le type, alors
pardonnez-moi, je vais employer des anglicismes, mais il y a dans l'histoire du développement de la relation client, eh bien, il y a d'abord la phase reach, comment je suis vu, comment je suis perçu, comment on me connaît, et puis récupérer de l'audience. Il y a la deuxième phase qui est le lead management, c'est comment un contact va devenir in fine un lead et, alors in fine pour le coup, un client, première commande. Et puis après, on a une troisième phase qui est Customer Advocacy, comment les gens qui ont fait l'expérience de ce que j'ai à leur offrir eh bien, vont devenir des advocates. D'accord, Voilà. tout ça c'est quand même assez standard. Donc on reste sur une épure. Sur des choses relativement standards. Voilà. Par contre, tout ça va être les key account managers vont être les patrons de la boîte. Alors je crois que c'est véritablement effectivement ce qui est en train de se passer, pas dans toutes les boîtes et pas encore tout de suite, mais très clairement dans certaines entreprises que je... D'accord. Et pour information, vous dédicacerez votre ouvrage d'ailleurs tout à l'heure au moment Oui, de alors, l'évoquer. Vous en avez amené quelques-uns, pas beaucoup, une petite pile. Malheureusement, Donc vous suscitez la rareté. Mais il y a une petite table là-bas sur Très bien. laquelle il y a un tag ESSEC et je serais ravi de rencontrer ceux qui veulent pour discuter. Alors on a parlé donc des rapports entre les sales et le marketing. Il y a des nouveaux jobs qui arrivent dans l'entreprise et on a avec nous un Chief Digital Officer dont on se demande souvent à qui il mange du budget. Hein, Alors Clément Courvoisier, Chief Digital Officer des Échos, anciennement, vous n'êtes pas vraiment un digital native, bien que vous soyez le plus jeune de cette table ronde, sans trahir de secret. Vous êtes un peu ces gens qui sont plus à l'aise avec le digital. Vous avez travaillé chez Peugeot, et ensuite aux Échos, toujours avec la casquette digitale, ou bien vous êtes passé d'une fonction différente pour passer au digital? Alors j'espère que je ne suis pas en terrain hostile aujourd'hui, le grand méchant directeur digital. En fait, je viens du marketing, notamment du marketing donc on B2B. Très bien. Ici. Et j'ai basculé effectivement du marketing au digital. Alors les relations, et notamment manger du budget ou manger du pouvoir en interne, grosso modo, alors moi je viens du monde des médias, même si effectivement le groupe Les Échos, vous ne savez peut-être pas, fait un tiers de son chiffre d'affaires sur des services aux entreprises, donc sur du B2B, et ça devrait être plus de 50% d'ici 2 ans. Donc dans 2 ans, le groupe Les Échos fera plus d'argent avec des activités de services. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a invité aussi sur cette table. Que, vous êtes dans sur une le démarche B2B, avec une plateforme de services. Oui. Notamment, par exemple, vous aviez quel service pour l'affacturage, par exemple, on propose une quinzaine de services aux entreprises, que ce soit effectivement des solutions d'affacturage, des études, des formations, des événements, des annonces légales, plein de choses. Voilà. Et donc, c'est cette activité-là aussi que vous avez sous votre responsabilité. Oui, j'ai à la fois la casquette média, plus classique dans le groupe Les Échos que tout le monde connaît, pour développer les sites web, les applications des Échos et des autres marques médias, mais également l'activité de service, où là, on parle toujours de digital, mais les effectifs sont plutôt des profils pur e-commerce et marketing, évidemment. Et pour info, vous avez combien de personnes sous votre responsabilité aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 80 personnes. D'accord. Avec beaucoup de profils de développeurs et beaucoup de techniques. Et c'est justement la question intéressante, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le digital? En fait, on met tout, et si on met tout, on met rien. Et ça dépend énormément de la maturité des entreprises. Par exemple, quand je suis arrivé pour récupérer la casquette du digital aux Échos, à l'époque, il y avait encore le marketing digital qui était la direction digitale. Et un des premiers mouvements à faire, en fait, c'était de basculer le marketing digital au sein du marketing. Parce que, vous n'avez pas voulu du marketing digital? Non, parce que c'est ce que je connaissais le mieux. Donc je n'avais pas besoin de l'avoir, j'allais dire, sous la main. Mais ce qui était super important, c'est que le digital, si ça reste un petit village gaulois à l'intérieur de l'entreprise, ça ne sert à rien. C'est important au début parce qu'il faut lancer la machine. C'est important que les métiers se parlent, se voient les uns à côté des autres. La technique, le marketing, les sales, les graphistes, tout ce qu'on veut. Mais après, il faut emmener toute l'entreprise dans la boucle. Et quand les entreprises médias les plus matures que je rencontre, notamment aux États-Unis, j'ai vu le Wall Street Journal il n'y a pas très longtemps, ils n'ont pas de direction digitale. Et pour eux, ça ne fait pas sens. Ils ont des directions techniques, des directions marketing, des rédactions, mais il n'y a plus besoin de direction digitale. À partir du moment où la direction marketing, les gens connaissent suffisamment le digital c'est juste un levier, c'est un moyen. Les questions sont toujours les mêmes. Est-ce que je veux fidéliser, recruter, upsell, tout ce qu'on veut? Finalement, derrière le digital, c'est juste un moyen. À partir du moment où les gens... Et donc aujourd'hui, vous voyez le digital, le directeur marketing vient taper à la porte du Chief Digital Officer et il dit, bon voilà, j'ai ça à faire, comment tu fais? Aujourd'hui, ce qui est indispensable, c'est que le directeur marketing, c'est lui qui
qui maîtrise, qui pilote les objectifs. Est-ce que je veux recruter? Est-ce que je veux bouger mon image de marque? Est-ce que je veux faire avant tout du marketing pour le sales? Et après, au sein de la direction digitale, on va retrouver des métiers qui ont certaines connaissances qu'il n'y a pas forcément partout dans l'entreprise. Un spécialiste des réseaux sociaux, du SEO, du SMO, de tous ces acronymes plus ou moins barbares. Mais les objectifs, la finalité, le sens, vient forcément de la direction marketing. Et à partir du moment où les gens, au sein de la direction... Ça va? Bonjour. Enchanté. Bienvenue. À partir du moment où les gens de la direction marketing maîtrisent suffisamment tous ces nouveaux leviers, il n'y a plus besoin d'avoir des experts à l'extérieur au sein d'une direction digitale. Donc vous allez disparaître. Oui, c'est le cliché qu'on dit tout le temps, mais évidemment. Très bien. Marc Gigon, vous aussi, vous avez la casquette digitale chez Total. Alors je répète, vous avez 2 jobs en fait. Marketing digital au groupe Total, qui est donc le numéro 1 du CAC 40 pour mémoire, et en même temps vice-président digital pour l'entité marketing service, qui elle commercialise essentiellement, d'après ce dont je me souviens, des prestations B2B, et c'est pour ça qu'on vous a invité, parce que vous êtes dans justement du B2B et pas du B2C. Oui, je m'occupe du digital effectivement pour la partie marketing et services, et puis pour le domaine marketing dans le groupe Total, il y a des activités de vente de produits chez nos collègues du raffinage et de la chimie, dans les polymères par exemple. Et c'est vrai que l'activité de la direction dont je m'occupe a été centrée ou focalisée en priorité sur les domaines du digital qui s'appliquent au marketing à la vente. Donc à la fois l'expérience client, l'amélioration de nos circuits de vente, et puis les nouveaux business models que le digital peut créer. Et c'est vrai que du coup, moi je suis à un double titre intéressé par les échanges de ce matin et d'aujourd'hui, parce que à la fois je suis consommateur des produits que vous vendez, et parce que Gros consommateur, gros acheteur de logiciels B2B, vous m'avez dit. Très gros acheteur de logiciels B2B, Très de bien, marketing B2B. Donnez-nous une idée du budget. Difficile, mais on dépense beaucoup de sous. Mais dans le point important aussi, c'est que effectivement, nous, on est dans nos activités de distribution de lubrifiants, de graisses ou d'acquisition de distributeurs ou de propriétaires de stations-service. On a un travail B2B de marketing à réaliser et qui était très centré sur le produit aujourd'hui et qu'on doit déplacer maintenant vers un marketing plus d'offres et un marketing plus client et un marketing plus go-to-market. Alors, est-ce que le job du directeur marketing va changer justement dans ce contexte numérique Oui, alors chez nous, de manière considérable, hein, on avait vraiment un marketing produit. On a des gens qui sont très bons pour trouver les meilleures formulations de lubrifiants, pour avoir de très bons accords avec les constructeurs automobiles. Mais il nous manque, ou en tout cas, il fallait qu'on renforce la vente et le go-to-market et l'expertise go-to-market de nos produits. Et donc, il y a eu un travail considérable qui a commencé il y a quelques années, qui se poursuit, avec effectivement l'utilisation de ces nouvelles solutions que vous commercialisez, que vos entreprises commercialisent, et qui nous permettent d'être plus efficaces dans nos démarches commerciales. Alors ça va sur les outils très basiques de CRM, qui est de l'histoire de départ, jusqu'à des choses infiniment plus compliquées et sophistiquées qui sont commercialisées aujourd'hui. Alors DMP, vous déjà, vous y êtes? Parce qu'on a posé la question tout à l'heure, il y avait quand même pas mal de gens qui... DMP, alors je crois que je sais ce que c'est, mais j'espère que je ne vais pas me tromper sur le fait qu'on cookifie des bases CRM, qu'on récupère des données anonymisées. Alors bien sûr, ça, on voit que ça fait partie de la galaxie des outils qui ont un intérêt fort, mais après, dans tous les outils, la chose compliquée aujourd'hui, c'est de faire le tri entre ceux qui sont pertinents par rapport à la maturité qu'on peut avoir et la capacité que les gens auront de les utiliser. Et donc il y a une nouvelle fonction, moi je trouve qui est intéressante, qui apparaît dans ce monde, alors je ne sais pas si c'est du marketing ou de la vente, c'est les postes autour du Customer Success Director et les gens qui font quelque part de l'après-vente et qui sont là pour nous aider à utiliser les logiciels qu'on a achetés. Et ces nouvelles fonctions qui sont apparues, je trouve, sont particulièrement chez le fournisseur, vous voulez dire compter? Oui, chez le fournisseur, chez les éditeurs. Il y a des gens qui font de l'avant-vente et qui nous aident à qualifier les solutions quelque part. Mais après, il y a des gens après, alors je ne sais pas s'ils sont au marketing ou vente d'ailleurs, mais qui viennent de s'assurer qu'on utilise bien et régulièrement les logiciels vendus. Et je trouve ça intéressant comme évolution. Alors, Marc, vous disiez aussi, comme Clément des Échos, que votre poste est destiné, le digital est plus ou moins destiné, ou votre job, à disparaître. Oui, tout à fait. C'est une certitude à une échéance
c'est pas 2 ans, mais certainement, en tout cas, ce sera avant 5, parce que déjà, effectivement, comme le disait Clément, notre activité va être intégrée de manière naturelle. Enfin, la question digitale sera intégrée de manière naturelle dans les activités des gens et des collègues. Et puis après, qu'en fait, on a réussi maintenant, le domaine digital est mieux connu quelque part, et on sait les choses qu'il faut traiter. Donc il y avait un gros paquet digital auparavant, et maintenant on sait qu'il y a une partie marketing qui est raw marketing, et puis une partie de nouvelles activités, notamment nouveaux business models, recherche et des R&D nouveaux business models, et que certaines entreprises ont commencé à adresser. Très bien. Qui resterait sous une casquette digitale ou... Non, qui restera sur une casquette plutôt R&D en fait. Il y aura vraiment une R&D produit et puis une R&D business model. Très bien. Et cette R&D business model, d'ailleurs, à mon avis, intégrera la capacité à qualifier, enfin à regarder finalement ce qui se passe aujourd'hui dans les solutions possibles et à essayer de voir quelles sont celles les plus adaptées pour nos produits. Très bien, merci Marc. Le digital intégré dans les directions marketing, Jacques Froissart, vous, quand vous faites les recrutements, c'est ce qu'on vous demande, des marketeurs qui ont la fibre technique aujourd'hui et d'ailleurs, c'est quand vous les recrutez, ces marketeurs à fibre technique, est-ce qu'ils vont à la direction marketing ou est-ce qu'ils vont à la direction digitale ? Alors, moi, je pense aussi que le directeur digital n'existe que parce que les directeurs marketing ont mal fait leur boulot. Wow. Je suis provocateur en disant ça. J'ai un de mes amis qui s'appelle Manuel Diaz, le patron du Makina, qui dit aussi le CDO, c'est le cash-chex du CIO qui comprend rien au digital. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il existe. Maintenant, très clairement, le digital, c'est une fonction du marketing. Donc, c'est le directeur marketing qui doit prendre la main. Et le changement culturel pour lui, à ce directeur marketing, c'est qu'il doit avoir une appétence pour la technologie qui n'était pas nécessaire il y a encore 5 ans. Aujourd'hui, pour commencer à comprendre un peu ce qu'est le DMP, puisqu'on en parlait, par exemple, pour envisager de l'appliquer dans l'entreprise, ça a des conséquences technologiques. Donc c'est aussi être capable de discuter avec mais justement, vous qui les rencontrez, les entreprises, quel est le degré de maturité que vous constatez ? Il est extrêmement variable dans les entreprises. Je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il fallait intégrer le digital. Je dirais comme ça à la louche, il n'y a même pas un quart des grosses entreprises qui sont vraiment avancées et engagées, parce que le digital, c'est pas seulement de la technologie, c'est aussi pour les entreprises intégrer une culture digitale qui implique un management différent, qui implique des réflexions sur les business models qu'on évoquait, qui remettent en cause globalement l'entreprise et pas simplement dire je fais du digital parce que je fais du e-commerce ou que je fais du social selling sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que vous conseillerez aujourd'hui à un directeur marketing qui débuterait sur ce domaine-là, qui est en poste et qui, bon, je pense que tout le monde a effectivement à commencer, mais quels sont les points clés, les lignes directrices ? Qu'est-ce que je lui conseillerais de venir au CIMA IT pour échanger avec ses collègues les plus avancés ? La culture digitale, c'est aussi une culture beaucoup de partage. Donc aller dans les conférences dans les conférences, rencontrer des pairs. Si vous regardez le paysage des conférences, des meet-up, des barcamps, vous appelez ça comme vous voulez, ce sont des lieux d'échange où des gens qui sont parfois concurrents vont se donner des trucs, vont partager des expériences, et c'est aussi beaucoup comme ça qu'on progresse. J'étais intervenu au CMIT, je crois, il y a 5-6 ans, et j'avais dit à l'époque, confiez une partie de votre boulot de directeur marketing à des stagiaires, mais faites de la veille, apprenez vous-même, testez, essayez des solutions, mettez les mains dans le cambouis pour comprendre ce qui se passe dans le domaine du digital. Arrêtez de confier ça à des stagiaires ou des débutants, faites-le vous-même. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est utiliser sa curiosité, essayer des choses. Ça peut être aussi intégrer la culture du test and learn. Intégrer la culture du test and learn, c'est aussi accepter l'échec.
Très bien, Jacques. On a un exemple avec nous. Sophie, à Arrow, vous avez justement fait monter vos équipes en compétences sur le digital. Alors chez Arrow, c'est donc, je rappelle, des grands distributeurs à valeur ajoutée sur tout ce qui est hardware, enfin infrastructure IT. Oui, pas que hardware. Hein. Hardware, software et services, oui. Très bien. Alors, justement, vous avez une équipe marketing que vous avez transformée vous-même. Oui, alors moi-même, pas moi, hein, mais effectivement, pour moi, je pense que le digital est vraiment, fait partie intégrante de notre quotidien au marketing. Et effectivement, l'idée n'est pas que ça soit le rôle d'une personne ou le rôle d'une fonction. À l'intérieur de l'équipe marketing, c'est devenu aujourd'hui le quotidien de chacune, de chacun et de chacune. Enfin, on est quand même 12 femmes, donc voilà. J'ai un peu de mal à ne pas féminiser quand j'en parle. Et effectivement, de la même façon que pour moi, le travail du digital, il ne repose pas sur le community manager ou même simplement sur le marketing. C'est vous qui avez introduit un community manager dans vos équipes au début. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, plus ou moins tout le monde est community manager sur sa ligne de produit. Disons que c'est l'objectif. L'objectif, effectivement, c'est qu'on aura toujours un community manager parce qu'encore une fois, on a besoin de driver le sens de nos messages. On aura toujours besoin de modération. On aura toujours besoin d'un référent. Néanmoins, ça ne peut pas être le job, encore une fois, d'une seule personne. Chaque responsable marketing à l'intérieur de l'équipe, effectivement, prend en charge cette responsabilité digitale. Alors, ça a pris combien de temps, justement, pour monter tout le monde? Et est-ce que tout le monde est déjà à niveau? Alors, c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Et je pense que ça ne finira pas, d'ailleurs. Est-ce que tout le monde est au même niveau? Clairement, non, aujourd'hui. Il y a des résistances. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à parler de résistance. Je pense que c'est effectivement une transformation. Et comme toute transformation, c'est un process d'accompagnement du changement. Donc il y a des early adopteurs et puis il y a des personnes qui prennent davantage leur temps. Vous avez commencé il y a combien de temps, cette transformation? Ça fait à peu près 2 ans. D'accord. Bon. Et vous êtes fait accompagner par un expert du sujet? Par plusieurs experts, en fait. D'accord. Oui, par plusieurs experts. On a commencé un peu de façon artisanale, de façon un peu empirique, et puis, chemin faisant, on est bien obligé... Est-ce qu'il y a un Chief Digital Officer chez Arrow? Il y en a un, effectivement, à la Corp. Alors, quelque part aux États-Unis? Très loin, à Denver, ouais, voilà. Au Colorado. C'est très, très loin de chez nous. Oui, En France, non. D'accord. Donc, ce qu'il fait aux États-Unis, ça n'a pas encore d'impact sur l'activité française? Ça commence à avoir des impacts... par exemple, dans la transformation de notre business model, puisqu'on commence à se tourner maintenant vers des solutions de e-commerce qui étaient complètement exotiques chez nous il n'y a pas de ça 18 mois. En France, on en verra les effets, je pense, effectivement, dans les trimestres à venir. Très bien, merci Sophie. Alors, on a beaucoup parlé, culture, changement de... Il y a quelque chose que je vous disais aussi, Clément, quand on a discuté cette table ronde, c'est le prochain directeur marketing, soit il est digital, soit il va être... Enfin, s'il le fait, s'il ne l'est pas, il va être remplacé. Le directeur marketing des Échos a du souci à se faire. Je ne sais pas où il en est. Très très bien. S'occupe très bien du marketing digital. Oui, tout à fait. La question que vous m'aviez posée, c'était est-ce que demain le directeur digital va remplacer le directeur marketing? Et pour moi, la réponse était simple et tout le monde l'a dit à cette table ronde, c'est non, lui, il va disparaître, mais par contre, le directeur marketing, s'il ne maîtrise pas le digital, il va disparaître aussi. Et il sera remplacé par un autre directeur marketing qui, lui, maîtrise totalement le digital. Et la question de se poser, c'est est-ce que le directeur marketing, je ne sais pas, chez Facebook, on lui demande s'il connaît le digital? C'est-à-dire que la notion de dire je rajoute le digital à un poste n'a de sens. Or, soit à l'intérieur de BU, il y a un expert digital, mais en global, en transverse, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, c'est uniquement quand le digital n'est pas encore intégré dans la culture et dans les connaissances des gens en interne. Demain, ça devient une évidence. Il y a un siècle, on le dit toujours, il y avait un directeur de l'électricité dans les usines. Voilà. Et après, c'est devenu une évidence. Et là, c'est exactement pareil. Et du coup, le directeur marketing de demain, s'il ne maîtrise pas le digital, je pense qu'il ne sera plus directeur marketing. Très bien. On va parler maintenant un petit peu plateforme, outils. Marc Gigon, déjà, vous êtes beaucoup en contact avec ce type de plateforme. Vous évaluez beaucoup d'outils, j'imagine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez évoqué tout à l'heure certains outils. Est-ce qu'il y en a certains d'autres? DMB, par exemple, vous n'êtes pas aujourd'hui sur ce segment-là encore. Mais avec qui travaillez-vous, par exemple, et quel type de projet avez-vous en termes d'outillage actuellement? On travaille, nous, avec les grands éditeurs de la place. On travaille avec des solutions Oracle sur une partie de nos outils. On travaille avec des solutions Salesforce sur une autre partie. On teste d'autres outils plus légers, plus petits, adaptés à la diversité de nos business. Par exemple, en ce moment, qu'est-ce que vous testez?
On a des tests sur Pardot, on a des tests... Alors ça fait quoi, Pardot? Pardot, c'est des outils de marketing automation pour plutôt cibler B2B, effectivement. Très bien. Et on a là avec nous ce matin Nick Hayes qui, justement, veut redonner ses lettres de noblesse au marketing automation dans le B2B. Nick, vous êtes le fondateur créateur de Azalid, qui est une plateforme... Alors, vous allez nous la présenter. Mais d'ailleurs, on a un slide qui présente un petit peu que vous nous avez communiqué. Comment cette plateforme est-elle née? Eh bien, ça fait 15 ans que je travaille dans les technologies au service du marketing. J'ai créé une société en 2000 qui s'appelait à l'époque Email Vision, qui est devenue Smart Focus, société que j'ai revendue il y a 3 ou 4 ans. Ensuite, j'ai pris un peu de recul et j'ai regardé le marché du marketing en général et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'éditeurs de logiciels marketing au service du B2C, plus de 3500 outils au service du B2C. Et je regardais côté B2B, il n'y avait pas grand-chose. Et je me suis dit, OK, ça c'est une super opportunité, on va créer une nouvelle entreprise au service du marketing B2B. Et je regardais quels étaient les types d'outils qu'utilisait le marketing B2B et j'ai vu que c'était assez rudimentaire par rapport au B2C. Ça se limitait plus ou moins à marketing automation, plus ou moins sophistiqué. Et j'ai trouvé qu'il y a eu une espèce de distance qui s'est créée entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale. J'ai toujours été un grand croyant du key account selling dans la vente. Et je trouvais qu'avec cette arrivée de la mode inbound marketing autour de l'email marketing, je trouvais qu'il y a eu une distance qui s'est créée entre le marketeur et le sales. Et le key account selling, ça a toujours été la façon de vendre dans les logiciels, dans le marketing B2B. Le marketing a toujours été proche du sales dans cette approche-là. Et puis il y a eu cette mode d'inbound marketing où le marketing a dit attendez, nous on va faire du super contenu, on va le poster partout sur le web et ensuite les petits poissons vont rentrer, on va les accrocher avec des hameçons. C'est ce que dit Emmanuel Obadia. Hein, oui, j'ai vu les petits poissons avec des hameçons. Et donc le marketing il pêche les petits poissons et il les balance aux sales et les sales disent mais je m'en fous, c'est pas ça que je veux, c'est pas cette boîte-là que je veux gagner, vous n'avez pas compris. Et donc il y a eu cette distance qui s'est créée entre les commerciaux et le marketing qui est en train de revenir, je pense. On est en train de revenir au bon vieux key account selling et bon vieux key account marketing, qu'on appelle account-based marketing, qui n'était pas possible jusqu'à récemment. Les technologies n'existaient pas pour permettre de faire du key account marketing. On peut solliciter Emmanuel, savoir ce qu'il en pense. Je vais pas du tout aimer l'expression on va revenir au bon vieux key account selling, parce que j'y crois pas du tout. Qu'il y ait du key account selling, c'est sûr. Que la façon de le faire a dramatiquement changé, on le voit. Donc aujourd'hui, sur le haut du marché, pour attaquer des comptes cibles, moi par exemple, j'ai expérimenté, on a commencé à faire ça en Allemagne, par exemple, du retargeting sur les comptes clés. Donc utiliser du DMP pour essayer d'avoir un dialogue personnalisé ou entamer un dialogue personnalisé sur des comptes qui sont ciblés par les sales. Donc c'est eux qui pilotent l'objectif, c'est eux qui pilotent la cible, mais on utilise des techniques d'engager la conversation qui sont complètement différentes et établir le dialogue d'une façon complètement différente. Donc je voudrais juste évacuer on va revenir. Par contre, je suis d'accord sur l'idée que on doit combiner du inbound et du outbound, en particulier sur le haut du marché, pour arriver à cibler les efforts et engager un type de relation et un type de dialogue qui est différent. Quand je dialogue avec Total, je ne vais certainement pas avoir le même type de relation et le type d'investissement que lorsque je dialogue avec du SMB. J'ai besoin de faire du volume, l'acte de vente, le coût moyen du deal n'est pas du tout le même. Donc les investissements sont évidemment pas les mêmes. Et puis la force de frappe. Je veux dire que quand je parle avec Total, il y a des gens en face de moi qui ont une armée de personnes qui sont capables d'évaluer des solutions, capables de rentrer dans des schémas stratégiques, ce qui est moins le cas du SMB qui n'a pas du tout les mêmes besoins. Nick, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que le account-based marketing est un complément à l'inbound marketing. C'est un complément. Il n'y a pas que l'email marketing pour communiquer avec ses comptes cibles. Un des gros problèmes qu'on a avec le marketing automation aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore l'adresse email de toutes les entreprises qu'on cherche à cibler. Ils ne sont pas encore venus sur le site web, remplir le petit formulaire pour recevoir les messages. Alors vous chassez plutôt les petits poissons ou les gros poissons avec votre solution ?
Ça marche pour tous les types d'entreprises. Si on peut revenir sur le slide précédent, ça explique notre solution comme étant un complément au marketing automation, un complément à Eloqua, un complément à Pardo, un complément à HubSpot. Qu'est-ce que ça fait? C'est que on met un tag sur le site de notre client. Le client il met un tag sur son site. Plutôt qu'un formulaire web, email, on met un tag. Le tag va collecter les données des visiteurs qui viennent sur le site. Il va identifier les entreprises. Et à partir de là, le marketing, avec le sales, va déterminer les entreprises qui souhaitent cibler. Et ensuite, le logiciel Azalid va recibler automatiquement, exactement comme une série de messages comme avec de l'email marketing, sauf qu'avec des bannières. Uniquement du display, les entreprises, là on est en display. On est en banner ads, on est en display. Uniquement les entreprises que les commerciaux veulent gagner. D'accord. C'est un peu comme du retargeting, une forme de retargeting. C'est du retargeting, sauf que c'est pas du spray and pray, c'est pas du retargeting à tous les visiteurs qui viennent sur mon site. Ça, c'est du gaspillage. Balancer des messages à tout le monde qui vient. On s'est rendu compte qu'il y a seulement 10-15% des visiteurs qui rentrent dans la définition de compte clé ou compte cible de nos clients. Donc on identifie quels sont ces 15-20% d'entreprises qui intéressent les commerciaux et le marketing, et on met en place un programme automatique de messages, une série de messages sur les comptes qui comptent. Est-ce que je crois que vous avez préparé un exemple de... Oui, j'ai pris un exemple d'un client qu'on a présenté dans un webinaire hier. Donc on a un éditeur de logiciel, iAdvise. Alors pour mémoire, iAdvise fait du click to call, du click to visio, du click to chat sur les sites web et sur les médias sociaux. Oui. Une fois qu'on arrive sur un site web, on est rerouté vers un opérateur. Voilà, c'est le petit chat. Ça, c'est le logiciel qui propose. C'est le petit chat. Et il cherche des entreprises clientes. Voilà, ils vendent à des e-commerçants, ils vendent à des grands comptes. Ils ont plus de 1000 comptes dans le monde aujourd'hui. C'est une très belle start-up que je connais depuis 2 ans maintenant. Et ils utilisent notre technologie pour envoyer des messages personnalisés aux clients existants, pour faire du upsell et du cross-sell. Ils utilisent notre système pour envoyer des messages aux prospects cibles, donc les entreprises que les commerciaux souhaitent gagner. Et en même temps, ça envoie ce qu'on appelle des signaux d'achat par un email et un in-app alert sur l'application mobile pour les commerciaux, pour que les commerciaux soient parfaitement synchronisés avec les actions marketing. Dès qu'un de leurs comptes cibles réagit par rapport à une campagne marketing, commence à montrer des signaux d'achat, le commercial est le premier à le savoir. Et ça lui permet de réagir sous forme d'un coup de fil, un email, un contact sur LinkedIn pour pouvoir... Alors les résultats, le ROI, parce que ça fait combien de temps que ça tourne chez eux, ça à peu près? Alors pendant la première année, quand on les a rencontrés, ils ne croyaient que dans l'inbound. C'était l'inbound, inbound, inbound. On crée du super contenu, on balance les leads aux commerciaux. Et c'est là où ils ont compris qu'il y avait une limitation. En 2015, on n'a fait que account-based marketing sur les comptes que les commerciaux n'arrivaient pas à toucher, c'est-à-dire une utilisation pour le marketing d'acquisition. Et en 2016, ils ont passé sur l'account-based marketing pour faire de la fidélisation. Ils viennent de terminer leur premier trimestre en sales. Ils ont explosé les ventes, notamment sur la partie account expansion. Plus de 40% de leurs ventes ont été faites, leurs nouveaux revenus ont été faits sur les clients existants. Donc, ça permet de réduire le temps passé des commerciaux sur la prospection pour qu'ils puissent passer plus de temps en marketing. Le retour sur investissement, elle était au bout d'1 mois. Une première vente qui a été faite au bout d'1 mois leur a permis de rembourser le logiciel pendant 1 an. Très bien, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. On est dans les délais, c'est super. Éventuellement, s'il y a des questions de la salle à nos intervenants, c'est avec plaisir que... on vous passera un micro pour des questions. La zapette là va pas suffire, mais on peut vous passer un micro. Et moi j'aurais une question, c'est aujourd'hui, on a un peu l'impression que tout est possible avec la data. Vous en êtes où, vous, aujourd'hui, dans le traitement de data sur les clients, sur les entreprises? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous avez atteint... vous en êtes au début, où en êtes-vous sur ce chemin de la data? Je me souviens, Marc Gigon, vous aviez dit... la data, c'est bien, mais il faut surtout se poser les bonnes questions. Si on a un data scientist, il faut lui poser les bonnes questions.
Oui, ça reste toujours vrai. C'est vraiment un domaine d'exploration finalement. On découvre que oui, si on a des tags bien posés sur un site, on peut récupérer des informations. Vous en êtes où, vous, dans cette maturité de la data? On est toujours dans une phase finalement très exploratoire de cette chose-là. C'est un peu décevant, malgré les moyens que vous avez. Oui, c'est vrai, mais il y a vraiment une question de maturité. C'est vrai que c'est décevant. De toute façon, ça fait partie d'être dans le digital. C'est un monde compliqué parce qu'il y a à la fois tout ce qu'on découvre, toutes les choses qu'on voit qui sont possibles, mais il y a une très grande différence entre ce qui est possible et ce qui va marcher. Parce que ce qui va marcher, ça dépendra de la maturité des organisations et qu'il faut faire les choses, il faut faire évoluer les organisations en leur donnant les outils de manière très progressive. Et oui, c'est vrai que les DMP, récupérer des tags de manière intelligente et refaire du retargeting dessus, c'est des choses qui sont aujourd'hui possibles, qui sont d'ailleurs même des fois techniquement pas très cher, mais après il faut pouvoir se caler dans la façon dont les vendeurs travaillent aujourd'hui et les faire progresser à ce rythme-là. Et ça prend du temps, plus que ce qu'on ne le pense d'ailleurs. Enfin, en tout cas, chez Oseco, est-ce que vous en êtes où de l'exploitation de la data? Alors, tout à l'heure, on parlait de DMP. Alors, pour nous, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, on a une DMP qui est active. On s'est cassé les dents dessus pendant bien 6 mois. Alors, est-ce qu'elle est dans le B2B ou dans le B2C? Là, plutôt B2C. Là, vraiment, les premiers demandeurs, c'était au niveau de la pub. On a 6 millions d'internautes et mobinautes par mois. Donc, c'était plutôt B2C. Vraiment... Est-ce qu'elle va avoir une évolution B2B? Oui, on l'utilise aujourd'hui en B2B aussi. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, enfin, nos premiers prospects, même pour le B2B, ce sont les gens qui viennent consulter un simple article sur ce qu'a dit Sarkozy, mais il s'avère, ah bah tiens, mais il est directeur marketing à tel endroit, on va pouvoir lui pousser des services. Nous, on se sert énormément du média comme un bassin de prospection pour tous les services des échos. Combien de temps et quel coût à peu près pour une DMP? Alors, le coût, je vais garder ça pour moi, si vous ne voulez pas. Raisonnable. Par contre, en termes de compétences, là, on avait vraiment sous-estimé le besoin pour maîtriser derrière ces sujets-là. Et c'est un bon exemple en termes d'organisation. La DMP est pilotée par le marketing. Chez nous, ça, c'est très important. Mais derrière, les compétences techno, pour mettre ça en place, moi, j'ai une partie de mon équipe qui est déléguée pour aider la DMP. Donc, des gens du digital qui viennent, j'allais dire, filer un coup de main pour installer ça. Très bien. Et prochain projet dans ce cadre-là de cette DMP ou du marketing digital? La DMP, c'est bien de l'installer, c'est mieux de s'en servir. Et là, on a encore mais largement de quoi s'amuser avec pendant quelques temps. Très bien. Bon, écoutez, merci, madame, messieurs, je vous remercie. Nous sommes arrivés dans les temps. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, normalement, on vous inviterait à rejoindre vos places. Mais je vais vous inviter pour les 5 dernières minutes avant la pause de rester assis. Et si on doit y voir un message ou lier tous ces échanges extrêmement riches par rapport au fait, vous voyez que vos places ont été prises. Donc effectivement, le message par rapport à tout ce qui a été dit, c'est vraiment, il y a des nouvelles compétences, il y a plein de nouvelles choses auxquelles il faut absolument s'intéresser. Le CMIT est là pour effectivement accélérer la circulation d'idées, de pratiques, de découvertes. J'espère, enfin on est tous, je pense, ici frustrés du fait que cette table ronde ait été très rapide. Merci encore une fois, j'aimerais qu'on vous applaudisse à nouveau pour la richesse, la franchise et les informations concises que vous avez eu l'occasion de partager avec nous. Je voudrais également qu'on remercie et qu'on également applaudisse deux personnes que je voudrais mentionner qui ont animé aussi cette heure agréable. D'une part, François Cointe, qui est en régie et qui croque les échanges. Et puis Jean-Pierre Bletner et la Revue du Digital qui, là aussi, de par leur expertise, nous ont aidés à monter, à vous contacter, messieurs, madame, pour effectivement nourrir cet échange.